Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré bien sûr à la crise au Venezuela. Peut-être d'ailleurs un tournant dans la partie de bras de fer entre Juan Guaidó, le président par intérim autoproclamé, et le chef de l'État Nicolás Maduro. Tout a commencé lorsque Juan Guaidó ce matin a annoncé le lancement de la phase finale de la lutte contre le chef de l'État. Juan Guaidó a appelé les Vénézuéliens et l'armée à mettre fin à l'usurpation, aux côtés d'ailleurs de Leopoldo López, le chef de son parti, libéré alors qu'il était assigné à résidence. Nicolás Maduro a immédiatement dénoncé une tentative de coup d'État. Sur ces images d'ailleurs tournées en début d'après-midi, il y a des coups de feu, des tirs de gaz lacrymogènes. Il y avait un pont d'ailleurs sur lequel avaient lieu ces tirs, ces échanges de tirs qui se trouvent à côté de la base aérienne militaire de la Carlota à l'est de Caracas, où se trouvaient Juan Guaidó et son allié Leopoldo López. 70 jeunes hommes en uniforme étaient en tout cas, selon l'agence de presse Reuters, avec lui. Autant vous dire que la crise atteint un paroxysme entre les deux clans. On en parle ce soir avec mes invités. Margarita Cadenas est avec nous. Bonsoir, vous êtes productrice du documentaire Femmes du chaos vénézuélien. Merci d'être là et bienvenue. Également Jean-Jacques Kourlianski, bonsoir. Bonsoir. Chercheur à l'IRIS sur les questions ibériques. Et puis Pascal Drouot, bonsoir, spécialiste de l'Amérique latine à l'Institut Choiseul. On retrouvera en direct de Caracas, dans le cadre de ce débat, Nidia Ruiz, qui est anthropologue à l'Université centrale du Venezuela. On va commencer par ces images, justement, je voudrais vous les remontrer parce que c'est un petit peu à ce moment-là que tout s'est déclenché. C'était ce matin, justement, à côté de cette base aérienne militaire de la Carlota, à l'est de Caracas. Il y a eu des échanges de tirs, des coups de feu très importants. On devrait les voir, ces images. Voilà, on les voit. C'est un peu là que tout a commencé lorsque Juan Guaidó, donc le président par intérim autoproclamé, a dit que justement il fallait mettre fin à l'usurpation. Les images que vous voyez en fait en ce moment sont des images en direct, donc ce ne sont pas les images du fameux pont de ce matin où on a vu les premiers échanges de tirs entre les deux camps. En tout cas, on peut dire que cette crise atteint un paroxysme. Jean-Jacques Kourlianski, que s'est-il passé pour vous aujourd'hui? Effectivement, est-ce qu'on est dans le cadre d'un coup d'État de Juan Guaidó? C'est ce que dit Nicolás Maduro. Alors, je voudrais commencer en vous signalant que j'ai aucune nouvelle particulière. On est à Paris, on n'est pas à Caracas. Et commenter des événements comme cela, où toutes les choses peuvent basculer dans un sens ou dans l'autre, d'un moment à l'autre, c'est un exercice extrêmement difficile. En tout cas, la crise atteint une sorte de paroxysme aujourd'hui. Simplement, quelques remarques. L'armée est l'enjeu d'un changement de pouvoir à Caracas. On le sait depuis le début de cette crise. Le 23 janvier, quand le président de l'Assemblée nationale s'est proclamé président de la République dans la rue, il a bénéficié d'une légitimité étrangère, à commencer par celle des États-Unis, puis d'un certain nombre de gouvernements d'Amérique latine, et ensuite d'un certain nombre de pays européens, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre. Mais il n'avait aucun contrôle du territoire vénézuélien en lui-même, que ce soit le territoire, l'administration et les forces armées. Donc les États-Unis et à leur suite, le président Guaidó, je ne sais pas comment le qualifier. Président par intérim autoproclamé. Autoproclamé, voilà. Autoproclamé, je pourrais expliquer que ce n'est pas vraiment autoproclamé. Oui, enfin, c'est vrai que nous, on dit autoproclamé pour l'instant, mais soutenu par une grande partie des pays du monde. 50 sur 200. Donc il faut mettre, y compris dans l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas d'opposition en raison du fait que l'Italie, la Grèce, par exemple, n'ont pas reconnu le président Guaidó comme président, le président de l'Assemblée nationale comme président de la République. Donc l'enjeu, c'était les forces armées. Et dès le départ, les États-Unis, qui ne voulaient pas intervenir militairement, ont lancé un appel à l'armée vénézuélienne afin que ce soit elle-même qui se charge du changement de pouvoir et donc de chasser le président Maduro pour mettre en place le président
Guaidó. Jusqu'à présent, il ne s'était rien passé. Il y avait eu quelques centaines de militaires qui avaient déserté et qui étaient passés en Colombie. Là, il semblerait qu'il y ait effectivement sur cette base aérienne un certain nombre, pour la première fois, d'éléments militaires en nombre significatif. Mais est-ce que ce nombre sera suffisant ou non? Moi, je suis totalement incapable de vous le dire. De chaque côté, il y a peut-être tout de même un basculement. C'est ce que vous dites ce soir, Pascal Drouot. Oui, vous le dites très justement. Vous avez parlé même de tournant. En fait, on est véritablement à un point de non-retour aujourd'hui, ne serait-ce que parce que Juan Guaidó s'est vu notifier un mandat d'arrêt dans la journée. Donc, on est politiquement, de toute façon, à un point de non-retour, d'une façon ou d'une autre. Et on voit bien que ce tournant, aujourd'hui, il touche l'un des cœurs du régime, c'est évidemment les forces armées. Pour la première fois, on a le sentiment que les forces armées, qu'il y a une tendance à une forme de division, même si l'état-major... Une défection, vous pensez, de la part d'un certain nombre, peut-être de généraux, qui seraient maintenant du côté de Juan Guaidó? Ouais, il y a 2000 généraux au Venezuela, donc on n'est pas au niveau des généraux. Mais en tout cas, pour la première fois, on voit ouvertement, clairement, plusieurs militaires sur les télévisions avec un brassard bleu pour marquer le ralliement à Juan Guaidó. Et donc, ça, c'est une première, vous dites. On va justement les regarder, ces images, et on va écouter Juan Guaidó entouré justement par un certain nombre de militaires et par ses partisans à Caracas. Il y a eu des années de sacrifices, puis des années de persécution et de peur. Aujourd'hui, c'est terminé d'avoir peur. Aujourd'hui, en tant que président en charge du Venezuela, commandant en chef légitime des forces armées, j'ai convoqué tous les soldats pour faire comme nous l'avons toujours fait, dans le cadre de la Constitution et de manière non violente, pour mettre fin à cette peur. L'appel est donc lancé depuis la base aérienne de La Carlota pour mettre un terme à l'usurpation. Donc on l'a vu dans ces images que Juan Guaidó, il est effectivement entouré de militaires. Margarita Scaldas, vous êtes d'accord justement avec ce que vient de dire Pascal Drouot, qu'il y aura un tournant parce qu'un certain nombre de militaires aujourd'hui le soutiendraient? Je suis d'accord, mais je pense que ce n'est pas les militaires, ce n'est pas les généraux, ce n'est pas les gens qui ont vraiment les pouvoirs. C'est plus des effectifs. C'est des gens qui, les soldats, peut-être des bas rangs, mais c'est pas, il n'a pas une majorité de généraux. Sinon, la situation, elle aurait déjà basculé énormément. Donc Nicolas Maduro, lorsqu'il dit qu'en fait il a les généraux derrière lui, ce qu'il a dit, il a tout de suite réagi, ça reste la réalité sur le terrain. Il n'a pas tous. Il y a beaucoup de répression. Il faut penser à tous ceux qui sont en prison ou qui sont torturés ou ceux qui sont partis. Donc là, on ne peut pas dire qu'il est une majorité, mais c'est vrai, les ministres, les vice-ministres, tous, ils sont avec Maduro. Avec Maduro, donc une partie des politiques. Est-ce qu'on est vraiment dans un face-à-face tout de même encore aujourd'hui? Est-ce qu'une partie de la population reste proche de Nicolas Maduro et l'autre de Juan Guaidó? Non, là, on parle des militaires. Je pense que vraiment Maduro, il a perdu. Il doit avoir 20% de la population. Les noyaux durs, mais 80% des Vénézuéliens veulent un changement. Quand on a un président qui il fait pas les minimums pour sa population, pour manger, éducation, médicaments, pourquoi les gens partent? 4 millions de Vénézuéliens sont partis. Ils sont partis depuis le début de la crise. Donc, je pense que Juan Guaidó, il a plus l'appui de la population en proportion que des militaires. En revanche, l'état-major reste du côté de Nicolas Maduro, c'est ce que vous dites. On va écouter tout de même celui qui était avec lui ce matin, Leopoldo López. C'est le chef de son parti. Leopoldo López qui était en fait en détention, il était assigné à résidence par Nicolas Maduro et on l'a vu donc libéré, libre avec Juan Guaidó ce matin. On va l'écouter et on en débat ensuite.
Ce que je veux dire aux Vénézuéliens, c'est qu'ils devraient sortir dans les rues. Nous avons appris ce qu'il se passe dans différentes casernes militaires, que la majorité des hommes et des femmes qui portent l'uniforme sont au courant du fait qu'il faut qu'il y ait du changement au Venezuela. Et nous les appelons tous à se joindre au processus d'unification des forces armées avec le peuple du Venezuela. Merci. Jean-Jacques Kouriansky, est-ce que c'est un coup d'État? Je suis désolée de revenir sur cette question, mais est-ce que c'était un coup d'État? La situation institutionnelle est très compliquée. Il y a 2 présidents. Il y a un président élu dont l'élection a été contestée. Donc un président qui s'est appuyé sur l'article 233 de la Constitution qui constate que lorsqu'il y a vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale a vocation à exercer le pouvoir présidentiel. Alors est-ce qu'il y a vacance du pouvoir? Manifestement non. Non. Mais pourquoi? Comment expliquer qu'il soit aux côtés de Leopoldo López, qui est donc le chef de son parti, qui était donc assigné à résidence? On le voit libéré. Qui l'aurait libéré? Je sais qu'on fait... Le président Guaidó, considérant qu'il a la légitimité, a autorisé la libération de son chef, le responsable de son parti, qui aurait dû être président de l'Assemblée nationale s'il n'avait pas été incarcéré. Donc on a un Juan Guaidó qui est arrivé au pouvoir un petit peu par défaut et qui s'est construit une personnalité au travers des événements, mais qui souhaite quand même faire acte de soumission, disons, politique à son chef historique, Leopoldo López. Et donc, comme il avait l'appui d'un certain nombre de militaires, il est allé lui-même lui signaler qu'il n'était plus détenu, mais en liberté. Pascal Droux, ça fait partie justement du tournant de voir Leopoldo justement à ses côtés, alors que Leopoldo López, alors qu'il était assigné à résidence. Ça veut dire que des militaires l'ont soutenu et l'ont libéré. En tout cas, c'est un coup fort politique. Ces images sont extrêmement fortes. C'est pas n'importe qui, Leopoldo López. C'est quand même un opposant historique, personnalité nationale du Venezuela tout au long de ces dernières années. Donc, certes, président d'un parti, Primero Justicia, mais enfin, depuis, qui a été condamné. Voluntat Popular. Oui, qui est devenu Voluntat Popular, mais qui a été en effet assigné à résidence. Donc, ce qui est extrêmement fort, c'est de le voir ce matin, et pas n'importe où, sur une base militaire, la Carlota. On a l'impression d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a aussi une guerre d'ailleurs de positionnement dans les bases militaires. D'un côté, la Carlota, de l'autre côté, Fuerteventura. Qu'est-ce que c'est que Fuerteventura? Carlota, c'est Fuerteventura. Qui est une autre base militaire à Caracas, dans l'ouest de la capitale, et où d'ailleurs se trouve Nicolás Maduro, ce que l'on dit depuis quelques semaines. Voilà, donc on sent bien que là aussi il y a une polarisation. Ce que je veux dire par là, c'est que les images aujourd'hui, elles sont éminemment politiques. Ce sont des coups de poing extrêmement forts qui sont envoyés dans la symbolique politique, dans la symbolique institutionnelle, et évidemment qui interviennent à un moment très particulier. On est à la veille d'annonce donc de manifestations monstres pour le 1er mai. Aujourd'hui, ces images veulent absolument montrer ce tournant politique avec un fractionnement, un début d'atomisation de ce qui est le pilier du régime, à savoir les forces armées. Vous êtes d'accord? Donc il y aurait effectivement un certain nombre de militaires de cette base aérienne de Carlota qui en fait auraient rejoint Juan Guaidó. Quand je disais que Maduro, il n'avait pas... Je parle, au Venezuela, on a 1500 généraux. C'est un nombre complètement fou. Et donc, c'est les gens qui ont les pouvoirs économiques parce qu'ils contrôlent les pétroles, les claps, tous les mines et d'autres, disons, trafics illicites. Et donc, ces généraux-là, ils sont complètement fidèles à Maduro. Donc, les militaires qu'on voit, les gens qu'on voit, c'est des soldats, c'est des militaires qui n'ont pas les pouvoirs, qui ne sont pas... Par exemple, on disait il y a tel et tel militaire. Aujourd'hui, on voyait un tweet et après, ça a été démenti. Donc, lui, ce qu'il a, c'est vraiment les effectifs. C'est pas... Et donc, du coup, vous diriez aussi que c'est un tournant?
ce soir ou pas? C'est un tournant parce que, par exemple, par rapport à Leopoldo López, comment ça s'est passé? Il y a une signature qui fait Guaidó de libération de Leopoldo López. On a été se présenté dans la maison de Leopoldo López et ceux qui les gardaient, ils ont laissé passer, ils l'ont libéré. Ils l'ont libéré, ils sont pris. Donc, les papiers qu'a envoyé le président par intérim, j'aime pas trop quand on dit autoproclamé, mais parce que, bon, c'est pas qu'on est là et on se dit on me proclame. Il y a toute une histoire de notre constitution et de notre histoire, les cabildes ouverts, qui sont importants à tenir compte de ça. Donc là, je vous dis, il y a un changement important, mais je pense que Maduro, lui, il a les supports de ses militaires, mais il n'a pas la population. Alors justement, Nicolas Maduro a bien sûr réagi tout de suite. Il a parlé de coup d'État. On va voir son tweet parce qu'évidemment, cette communication se fait via Twitter. Et donc, c'est en espagnol et il dit bien « J'ai parlé avec les commandants. Ils sont derrière lui. Ils ont exprimé leur loyauté. Je demande une mobilisation populaire. » Donc, c'est tout de même toujours l'armée qui reste la clé de cette révolution ou pas révolution. Jean-Jacques Kouriansky, et clairement, enfin, ce que dit Maduro, à vous écouter ce soir tous les trois, est tout de même vrai. Oui, c'est ce que je vous disais au début de l'émission. La clé du changement se trouve dans les casernes. Ce sont les forces armées qui vont finalement décider ou non qu'il y aura un président au lieu de deux et que ce président pourrait être Juan Guaidó. Cela dit, au jour d'aujourd'hui, en ce moment où nous parlons, on ne sait pas exactement quel est le rapport des forces entre les militaires qui se sont soulevés et les militaires qui restent fidèles au président Maduro. En tout cas, on a vu ce véhicule blindé foncer dans la foule il y a quelques heures. Ces images ont tourné en boucle sur notre chaîne. On les a vus. Qu'est-ce qui a pu se passer, Drouot? C'est un véhicule blindé militaire côté Maduro qui aurait foncé sur la foule. Manifestement, c'était sur un groupe de manifestants. Il y aurait un mort. Alors, je ne sais pas si le mort, on parle d'un mort. On va vous remontrer l'image, mais c'est extrêmement violent. Et bien sûr, mais donc qui sont en fait les hommes dans ces blindés? Pour le moment, ce sont les forces loyales, mais elles montrent bien ces images que l'on est et que les heures qui viennent sont des heures extrêmement dangereuses. Ce sont les heures où il peut se passer un basculement de toute façon au Venezuela. En tout cas, ce sont les images qui montrent la situation à Caracas. Donc on peut imaginer aussi ce qui se passe dans le pays. Parce que pour le coup, moi, les remontées que j'ai aujourd'hui révèlent une situation de blocage absolu à Caracas où les gens se terrent et restent chez eux parce qu'il y a un véritable danger, où en effet, il y a dans certains endroits, comme ici du côté de Altamira, des milliers de personnes qui sont dans la rue et le danger existe bien évidemment. Et ces véhicules blindés sont ceux de l'armée pro-Maduro? Oui, bien sûr. Parce que je sais qu'il y a aussi des milices dans les quartiers à Caracas qui sont extrêmement violentes, qui sont pro-Maduro. Les collectifs. Oui. Exactement. Mais c'est très intéressant ces images parce qu'il y a un symbole. Au Venezuela, quand il y a eu les manifestations en 2017, il y a une photo qui a fait le tour du monde. C'est une femme qui s'est avancée et ils se sont arrêtés, ils ne sont pas osé défoncer dessus. Le blindé est oui. arrêté. Et donc là, on voit la violence et on voit jusqu'où ils veulent aller pour protéger de rester au pouvoir. Donc c'est dur. Ça, c'est très violent. Là, on peut être inquiet. Oui, tout à fait. Bon, c'est un premier pas. À mon avis, il y aura une escalade. À partir du moment où une des parties a décidé de militariser le conflit, l'autre partie va répondre sur le même terrain. Et donc, on peut comprendre que la population reste terrée dans ses appartements parce que le scénario très vraisemblable, c'est celui d'un affrontement entre militaires
qui, des deux côtés, disposent d'armes de guerre. Et donc, on peut penser que le choix qui a été fait par M. Guaido peut avoir des conséquences dramatiques on va le savoir dans les prochaines heures. Donc là, vous parlez d'une dérive en guerre civile, Pascal Drou, Une guerre entre militaires. Une guerre entre militaires, Oui, guerre oui. civile. Pour la première fois, je pense que là, il y a un risque. Bien sûr, le risque existe et il illustre en fait le pourrissement de ces derniers mois. Parce que le Venezuela, qui n'est pas n'importe quel pays en Amérique latine, premier pays avec les premières réserves de pétrole au monde, devrait être une puissance régionale extrêmement importante en Amérique du Sud. Comme le Venezuela a pu l'être en effet auparavant, ces images concluent un processus de pourrissement qui s'est vérifié tout au long de ces derniers mois. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes véritablement à un point de danger. Et en effet, le basculement peut exister vers, malheureusement, des dérives de violence qui peuvent conduire à des affrontements et pire Vous voyez, peut-être. Pascal Drou, dans quel quartier nous sommes du Venezuela? Parce que ce sont des images en direct. On voit ces deux voitures blindées. Ça, c'est Altamira. Oui, on est à Altamira. Ça, c'est Altamira. Margarita Mais là- Scadenas. Altamira, c'est où? Altamira, c'est l'est de Caracas. Et disons que c'est les quartiers de la classe moyenne et moyenne haute. Et oui, et il faut Donc, comprendre tout à fait. et là, c'est qu'il y a. Il y a aussi, j'ai eu, parce que je peux vous dire, si je vous montrer toutes les images, ce qui s'est passé, que là, ils ont envoyé les tanks. Et il y a 2 ou 3 qui ont décidé de rejoindre Guaido. Il y en a un qui est descendu, ils ont commencé à se tirer dessus. Les deux tanks. Il y avait un parce tank que pour Guaido non, et un le pour tank, Maduro. qui était pro Maduro, il est descendu, il l'a tiré dessus à l'autre. Bon, et ça devient une confusion totale. Oui. En ce moment, on ne peut rien dire. On ne Avec un- sait pas. c'est ça. C'est trop confus. Et parce qu'il y a autre chose. Au Venezuela, les médias, nous en France, on est mieux informés que les Vénézuéliens au Venezuela. Il y a propagande. Nous, on compte avec quoi? Avec Twitter, il tombe la signal. Avec WhatsApp, c'est l'unique plus ou moins faible. Et oui. Mais bon, Voilà. il faut... Il y a quand même El Universal, El Nacional, il y a quand même des quotidiens d'opposition Mais le qui sont sur national- Internet. Ah, mais sur Internet, on est online, une À formation condition qu'Internet online. passe. Voilà, parce et- que parfois- Ce sont des quotidiens vénézuéliens Oui, qui mais sont ils publiés sont- au Venezuela. Et juste pour revenir sur ces images, sur ce quartier, parce que c'est intéressant pour un public international qui ne connaît pas Caracas, c'est dans ce quartier manifestement qu'a commencé justement cette communication de Juan Guaido, me semble-t-il, avec Parce son que c'est colistier. l'entrée de la Carlota. C'est l'entrée de la Carlota, donc Oui. cette fameuse base Oui. militaire Tout à fait. Exactement. aérienne Aérienne. qui se trouve donc à l'est de Caracas. Donc ce quartier de l'est de Caracas, ce serait plutôt tenu par Juan Guaido et ses partisans. Tout à fait, si on peut dire, oui. C'est le quartier de l'opposition. Mais c'est vrai, ce que dit Mme Cadenas est très important, parce que ces images ne doivent pas non plus occulter le quotidien. Et le quotidien, depuis plusieurs semaines, dans la capitale, donc on peut là encore imaginer dans le pays, mais dans la capitale, c'est de l'eau qui est rationnée quand il Et y c'est en a pas encore. que ces dernières semaines. Bien sûr, mais Ça fait particulièrement, des mais évidemment, années mais bien déjà. sûr. Mais en tout cas, ces dernières semaines, tout particulièrement, l'eau, l'électricité dans un pays où la production a été extrêmement importante d'électricité, avec des sites Gouri, Ila Vueltosa par exemple, qui sont des barrages extrêmement importants. Non. Donc le quotidien est extrêmement difficile et c'est vrai qu'il a accompagné ce que je disais tout à l'heure, à savoir ce qui se traduit par la confusion, ce pourrissement depuis des mois maintenant qui conduit à cette situation totalement qui donne le sentiment du chaos. Et qui vous inquiète. On va retrouver en direct de Caracas justement Nidia Ruiz, elle est anthropologue à l'Université centrale du Venezuela. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous avez plus d'informations sur place? Comment avez-vous vécu ce qui s'est passé donc ce matin à Caracas? Merci encore d'être avec nous ce soir. Les gens à Caracas ont été surpris ce matin parce que bon, tout le monde a pu voir Juan Guaido
avec Leopoldo López, qui était en prison dans sa maison, parler aux gens en demandant de sortir pour les accompagner parce que il supposait qu'aujourd'hui était le dernier jour de Maduro comme usurpateur du gouvernement. Nydia Ruiz, il faudrait que vous vous rapprochiez, je pense, de votre téléphone parce qu'on vous entend assez mal. Est-ce que vous pensez qu'il y a un tournant ce soir? Qu'on assiste à un tournant dans ce bras de fer? Vous m'entendez? Oui, je vous entends un peu mieux, mais je pense qu'il faut que vous vous approchiez du téléphone. Ah, d'accord, oui, d'accord. Parce qu'on vous entend un peu faiblement. Est-ce que, à votre avis, il y a un tournant? C'est un tournant auquel on a assisté aujourd'hui à Caracas, dans le bras de fer entre Nicolás Maduro et Juan Guaidó. Oui, il y a, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. On n'a pas d'informations, mais ce qui est vrai, c'est que le gouvernement de usurpateur ne contrôle pas tout. Il vient de couper la signal de Radio Caracas, de CNN et de la BBC, mais ils n'ont pas sorti. On n'a pas vu à Maduro aujourd'hui, il n'a rien dit. Et ceux qui ont parlé pour dire qu'ils vont continuer au pouvoir n'ont pas parlé face aux gens, mais à travers un microphone. On ne les a pas vus. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont et rien. Donc vous avez peu d'informations. Est-ce que vous redoutez, vous, sur place, une guerre civile aujourd'hui? Quelque chose de plus violent encore qu'avant? Bon, beaucoup de gens ont été dans les rues pour accompagner Guaidó, mais ils sont réprimés. Et beaucoup de gens ont revenu à leur maison. Mais je viens de voir au Twitter qu'il y a des gens qui marchent vers l'ouest de la cité. Et moi, je ne comprends pas cette information. Et que Guaidó et Leopoldo López vont avec les gens vers l'ouest de la cité. Je ne sais pas comment interpréter ça, mais ce qui se trouve au ouest de la cité, c'est le palais du gouvernement. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, réagir à chaud ce soir. Il faut également signaler que dans ce conflit, dans ce bras de fer entre Juan Guaidó et Nicolás Maduro, il y a des supporters internationaux avec d'un côté les États-Unis qui soutiennent Juan Guaidó. On l'a vu dans un tweet d'ailleurs qui a succédé à cette déclaration de Juan Guaidó. Juan Guaidó, un tweet du secrétaire d'État, puis d'ailleurs du vice-président américain Mike Pence, disant qu'il soutenait le peuple vénézuélien, également la Colombie qui soutient Juan Guaidó, le Mexique qui voudrait justement jouer quant à lui un rôle de médiateur, et puis Moscou qui s'est prononcé également, Moscou qui soutient quant à lui Nicolás Maduro. Vous voyez ce tweet d'ailleurs de Mike Pompeo qui s'affiche. Vous voyez, vous l'avez sous vos yeux justement, qui dit que l'Amérique, Washington soutient le peuple vénézuélien. On n'a pas de tweet du côté de Vladimir Poutine, mais Moscou soutient Nicolás Maduro et demande d'ailleurs ce qui est une reprise des négociations. Et on va écouter le gouvernement espagnol qui, lui, fait partie des pays européens qui soutient justement Juan Guaidó. Nous espérons de toutes nos forces qu'il n'y aura pas d'effusion de sang. Nous soutenons un processus démocratique et pacifique au Venezuela. Nous nous engageons à la tenue immédiate d'élections pour l'élection d'un nouveau président. Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, suit de près tout ce qui se passe au Venezuela.
Jean-Jacques Kouriansky. Bon, clairement, il y a une sorte de conflit via le Venezuela entre les États-Unis et la Russie. On parle même d'une sorte de nouvelle guerre froide à travers ce pays. Comment ça peut véritablement évoluer? On a vu que les États-Unis se prononcent pour le peuple vénézuélien, mais pour l'instant, il n'est pas question d'intervention militaire, en tout cas aujourd'hui, même si, d'après ce qu'avait dit Donald Trump, toutes les options étaient possibles. On est effectivement face à une sorte de retour vers la guerre froide, où le Venezuela sert de ballon d'essai à une reprise de l'influence américaine sur un continent qui, plus que la Russie, est de plus en plus investi par la Chine. La Chine est de plus en plus présente commercialement, économiquement, non seulement au Venezuela, mais dans des pays très proches des États-Unis, comme le Chili, le Pérou ou même le Brésil. Et là, le constat que l'on peut faire, c'est que, par exemple, en Corée du Nord, où il n'y a pas d'élection, où les droits de l'homme ne sont pas respectés, le président Trump va faire des abrazos aux dictateurs de Corée du Nord. Là, dans l'étranger proche, au Venezuela, donc la pression est maximale. Et le constat, malheureusement, que l'on peut faire, c'est que l'Europe est totalement absente. La déclaration que nous avons vue, non seulement elle est divisée, mais la déclaration du gouvernement espagnol n'a aucun sens. À partir du moment où il a reconnu la légitimité de Juan Guaidó, il doit lui reconnaître la légitimité de faire appel aux forces armées et d'utiliser la violence. Donc on ne peut pas dire d'un côté, je reconnais Juan Guaidó, mais surtout n'utilisez pas la force. Ce qui est la preuve d'une impuissance européenne, d'une incapacité à trouver, indépendamment de l'idéologie, des sympathies, de trouver un langage de coexistence pacifique, comme ça a été le cas sur l'Iran. On ne peut pas dire que les Européens aient des sympathies pour les ayatollahs, mais ils ont essayé de trouver une solution de compromis en vue de préserver la paix internationale. Donc c'est un échec de la diplomatie européenne. C'est un échec absolu de la diplomatie européenne qui tombe bien mal à un mois des élections européennes. Pascal Drouot. En tout cas, il y a un jeu diplomatique, un jeu international qui s'est mis en place depuis quelques mois, ça c'est certain. La crise ne trouvera d'issue de toute façon que par l'engagement tout d'abord des Vénézuéliens avec le soutien des Latino-Américains. Alors c'est vrai. Là aussi, ils ne sont pas tous pro-Juan Guaidó, même si la majorité l'est, mais pas tous. Bien sûr, c'est normal, parce que le Venezuela, depuis 20 ans, est un pays qui a dégagé toute une symbolique idéologique. Et donc chacun s'est évidemment situé sur une ligne idéologique qui a pu rappeler des clivages, vous l'avez parfaitement rappelé, qui renvoient au temps de la guerre froide. Mais nous ne sommes plus dans ce temps-là, bien évidemment. Il peut y avoir des apparitions de dialectique, mais on n'est plus non plus dans ce temps-là. Donc bien sûr que quelques pays d'Amérique latine, Cuba par exemple, Cuba, évidemment, Nicaragua, bien sûr, le Nicaragua, le Mexique, évidemment. En revanche, la Colombie, pro-Juan Guaidó. Bien sûr, et ça c'est très important. Le Chili, l'Argentine, le Pérou. Non, il n'y a pas que des pays pour l'idéologie bolivarienne et des pays contre l'idéologie bolivarienne. Le Mexique est un pays qui, traditionnellement, est un pays qui est favorable à la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays du monde. Il suffit d'avoir écouté hier ce qu'a dit le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qu'on interrogeait sur les élections espagnoles en pensant qu'il allait se féliciter de la victoire des socialistes, puisque lui-même est à gauche. Il a refusé. Il a dit « je ne m'ingère pas dans les affaires des autres ». C'est un peu ce qu'il dit également dans le cadre de cette crise vénézuélienne. Et dans le cas du Venezuela, il dit il faut... Alors, il a trouvé un allié avec l'Uruguay, qui est... les deux pays d'ailleurs ont eu des démêlés avec leurs voisins, les États-Unis dans le cas et la France, qui n'est pas un voisin, mais également avec la France dans le cas du Mexique, et le Brésil et l'Argentine dans le cas de l'Uruguay. Donc ces deux pays sont extrêmement sensibles à tout ce qui peut s'apparenter à une ingérence. Ils pourraient jouer un rôle dans cette crise ou pas, Non, Mexique, parce qu'ils ne pèsent pas d'un poids diplomatique suffisant, mais ils espéraient, lorsqu'ils ont lancé leur initiative en février dernier, avant une réunion à Montevideo où se trouvaient plusieurs pays de l'Union européenne,
qu'ils auraient, dans la perspective d'une initiative de type iranien, le soutien de l'Europe qui n'est pas venu. Margarita Scadenas, Oui. est-ce que ce ne sont pas les Cubains qui sont un peu la clé, justement, dans cette espèce de balle diplomatique? Les Cubains qui sont dans l'armée. Mais vous savez, vénézuélienne. moi, j'entends toujours de dire les États-Unis, ils veulent envahir le Venezuela. Je vais vous dire, nous, on est envahis déjà par les Cubains. Ça fait des années, depuis que Chavez il a changé complètement ses alliances et qu'il a commencé vraiment une alliance avec Cuba, la Russie, l'Iran, la Chine. Il y a eu un changement après 2002. Et nous, au Venezuela, on a, comment dire, des directives qui sont données au régime de la part des Cubains. Par les Cubains. Ouais. Donc ils ont effectivement un pouvoir très important dans le pays. Ils ont un pouvoir surtout stratégique parce que les problèmes au Venezuela, on a ça d'un côté et d'un autre côté, on a un pays qui est complètement hypothéqué à l'Iran, à la Chine et à la Russie. On doit énormément d'argent. Il y a une dette considérable et il y a aussi une espèce d'idéologie que moi, je ne pense pas que ça soit l'idéologie, c'est des choses plutôt économiques qui sont Autour du pétrole. autour bien sûr. du pétrole, autour de la dette, autour des mines. Il y a une Et- bataille économique entre la Chine d'un Non, côté, la Non, Russie. non, Le pays le plus influent actuellement au Venezuela, celui qui a la clé de l'avenir du Venezuela, c'est la Chine. C'est la Chine. C'est la Chine qui a apporté des crédits dont le Venezuela avait besoin et c'est elle qui peut décider ou non de faire basculer le Venezuela. Alors aujourd'hui, quelle dans est la sa crise. position? Elle est pro-Maduro, elle veut que Nicolas Maduro reste coûte que coûte au pouvoir. Oui, La ne Chine serait-ce que veut pour récupérer son argent. Non, la récupérer son Chine argent. fait récupérer son argent. Justement, est-ce que ça peut être un levier? Mais bien sûr. Est-ce que Juan Guaido et ses Mais bien partisans ne sûr. pourraient pas La négocier avec Chine- les Mais la Chinois Chine, Si, c'est un il y pays a- avec des garanties? Mais bien évidemment. C'est pas une question d'idéologie là. Là, si par exemple on lui disait à la Chine, ne vous inquiétez pas, on va vous payer avec tous les accords qu'on a signés. Ouais. Mais la Chine, ça reste. Donc c'est ce que soft fait power. pas Juan Guaido et les siens. Alors ils ne négocient pas Non, c'est pas suffisamment, ça. ou les C'est- Américains il y a peut-être pas ne eu- négocient on- pas on- On suffisamment. voit bien maintenant qu'on est dans un goulot d'étranglement, en fait. Et on voit bien que la phase de négociation, de recherche d'une issue politique, qu'elle vienne de l'intérieur ou, en effet, de la scène internationale, est en train tout simplement de disparaître. La Donc Chine, échec de la c'est- diplomatie internationale, c'est ce que mais vous dites. ce que l'on voit aujourd'hui, en tout cas, c'est l'échec de l'option d'une issue politique pacifique. on Non, va mais ça veut dire. dire que reste-t-il? L'affrontement militaire Il n'y a oui, jamais eu si. vraiment de dialogue depuis l'arrivée de Hugo Chavez au pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un coup d'État militaire de l'opposition qui n'a pas réussi, une tentative de paralysie de la société pétrolière. Donc il y a eu une polarisation violente entre deux secteurs, disons, avant la crise économique de ces dernières années, 45% pour l'opposition, 55% pour le gouvernement d'Hugo Chavez. Donc la crise a bouleversé tout ça, notamment en provoquant le départ d'un certain nombre d'électeurs, de millions d'électeurs d'Hugo Chavez et Nicolas Maduro dans les pays voisins. Mais cette polarisation n'est pas d'aujourd'hui, elle date de l'année 2000, hein. Ouais, Ça a commencé ouais. déjà à ce moment-là. Mais la Et il n'y a jamais pression eu vraiment de- internationale est insuffisante d'un côté ou de l'autre pour faire basculer la donne, c'est ce que vous dites ce soir Dans la Carlo? durée, pas forcément. Après, Parce que, en effet, le Venezuela subit désormais des restrictions économiques sur la scène internationale. Et donc, c'est vrai qu'il y a le pari que, sur la durée, cette situation économique va conduire à ce basculement politique, d'une part. En faveur Mais de c'est qui, vrai- donc en faveur En faveur de Juan de Juan Guaido, Guaido. bien sûr. Donc, C'est Mais un... là, je pense, pardon, excusez-moi, Pardon. mais là, je pense
que les sanctions, les vraies sanctions, elles viennent du Canada et des États-Unis. Alors justement, parlons-en de ces sanctions. L'Europe, elle est... Alors, sont-elles efficaces, ces sanctions? Oui, oui. Pardonnez-moi, Margarita Cadenas. Sont-elles efficaces? Les sanctions au Venezuela, ça commençait pour être des sanctions ciblées sur des personnes du régime ou sur des, disons, des sociétés dans lesquelles étaient impliqués des personnages au régime ou des prête-noms. Après, ça a commencé. Maintenant, depuis un mois, je dirais, c'est la sanction du pétrole au niveau de Donc les États-Unis essayent d'asphyxier économiquement le pays. Il faudrait quand même dire une chose, c'est que ces sanctions ont des conséquences humanitaires brutales. C'est-à-dire qu'elles pèsent sur l'ensemble de la population. Et donc là, l'objectif, c'est de provoquer un chaos humanitaire en vue que la population soit reste chez elle ou soit parte du Venezuela, soit se retourne contre les sanctions. Elle conduit plus de 3 millions de Vénézuéliens. Non, mais elles aggravent la situation humanitaire. Elles aggravent la situation humanitaire. En tout cas, Nicolás Maduro n'est pas prêt à bouger parce que ses proches ont été sanctionnés. Il est évident que les gens qui sont au gouvernement ne souffrent pas des sanctions. Mais très concrètement, les sanctions, on l'a vu avec l'Afrique du Sud. Le Venezuela ne peut plus vendre actuellement de pétrole en dollars, primo. Secondo, le Venezuela a perdu son premier client. Et son premier client, ce sont les États-Unis. Alors, on va revenir justement à Caracas et on va écouter quelques réactions de pro-Juan Guaidó et de pro-Nicolás Maduro dans les rues à Caracas. Nous avons répondu à l'appel parce que nous savons que Leopoldo López et le président Juan Guaidó sont en train de négocier. Mais cela nous inquiète un peu car les militaires nous repoussent. Nous venons en paix comme Leopoldo et Juan Guaidó. Je suis ici parce que je veux vraiment que cette situation prenne fin. Je veux que mes parents rentrent au pays. Je veux vivre dans un pays libre. Je veux faire ma carrière ici. Je veux avoir ma famille ici. Margarita Cadenas, on termine donc ce débat par la population. On sent tout de même une sorte de désespoir, clairement. Ah, mais on est en désespoir depuis des années. Parce qu'il faut comprendre que cette histoire, elle n'est pas récente. Ce qui fait, c'est qu'elle s'aggrave tous les jours. Tous les jours. Le Venezuela, c'est un pays complètement détruit. Il n'y a pas de séparation du pouvoir, une crise politique, une crise humanitaire, une crise sociale. Les gens, ils sont pas... C'est la première fois qu'on voit au Venezuela des gens manger, des gens au niveau... disons, classe moyenne basse, manger des poubelles. Ça, je suis vénézuélienne, je suis née au Venezuela, je viens d'une classe moyenne et je vous dis, jamais dans ma vie, j'aurais pu imaginer que le Venezuela c'est devenu ce qui est maintenant. Je suis née dans un pays où il y avait l'espoir, on savait si on étudiait, si on allait à l'université, si on avait des études, si on travaillait, on vivait bien. Il y avait toujours l'idée d'être prospère, un pays progressiste, un pays qui donnait les opportunités des études, parce que il y avait la santé, c'était pas parfait. Après, on peut parler... En tout cas, la dégradation est totale. Mais là, c'est incroyable ce qu'on voit. Il y a eu des périodes de cycle. Il ne faut pas oublier qu'en 89, il y a eu plusieurs milliers de morts. Malheureusement, mais c'était intéressant de terminer justement sur la population vénézuélienne. Bon. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Margarita Cadenas, Jean-Jacques Kourlianski, Pascal Drouot. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.